Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21 h, minuit, sur metatv.org. Et ce soir, on est avec Yannick de l'association Le Ciel nous tombe sur la tête. Ça va Yannick? Salut, t'es pas, ça va bien, Ça merci. va. Et on va parler chemtrail évidemment, on va parler un peu de ce problème-là. Alors bonjour à tous les gens connectés sur le chat évidemment, les modérateurs, nos chers modératrolls. Il y a Gaspard, il y a RNU, il y a Sage, et puis après il y a tous les métanautes, Pierrot, Moadib, Paul Smith en Koukaï, RNU, Liberty, Jabou, Kaiser Sosé, Karak, Boris, Masque Science, Sankoukaï, BZH, Samra Brunette. Fahrenheit, voilà, Larico, le buraliste, voilà, bon bah écoutez, bonjour à vous tous, salut à la régie évidemment, il y a Steph, il y a Mika, et aussi évidemment à tous les autres connectés, en particulier les petits graphistes, les Alex et Alex, j'en profite pour leur passer une petite dédicace parce que je sais qu'ils nous regardent et on les oublie pas parce qu'ils nous font des super publis tous les jours, voilà, donc on leur passe un petit bonjour au passage. Et on va enchaîner avec les chemtrails, bien sûr. Alors, pour présenter déjà ton association, Yannick, c'est Le ciel nous tombe sur la tête. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu la genèse? En fait, moi, je suis administrateur de la chaîne The No Way To Go depuis 4 ans et demi maintenant, Ouais. où je diffuse, depuis que je suis au courant de cette histoire d'épandage, je diffuse des vidéos de tout type, que ce soit des chutes de filaments, des timelapses sur l'évolution du ciel après et pendant les épandages. Et j'ai été contacté par différentes personnes pour mettre en place une asso et essayer d'être plus efficace, plus visible, et puis mettre en place des actions. Donc l'asso, elle n'a pas encore un an, elle a 8 mois maintenant. Mhm. On n'a pas encore fait la première assemblée générale, mais ça ne serait tardé. Et voilà, on a fait déjà quelques événements comme la marche mondiale à Lyon là, en septembre dernier. On a mis un stand en plein centre-ville où on interloquait les gens, on interpellait, on distribuait, on tractait, on informait. Et on a une petite équipe qui est bien efficace, dont le développeur du site web. Ah oui, alors votre site, il est magnifique, faut le Ouais, préciser, ouais, hein. c'est vrai qu'il Super, est. super site, hein. On est vraiment, Moi, je vraiment pense qu'il y en a content. plein qui vont aller se connecter pour voir ce soir, mais le site, il est top, hein, C'est sûr. Et puis on compte sur des gens comme Bruno, David aussi, Marie, Mhm. Sylvie. Enfin, vraiment, il y a un noyau dur qui est super efficace. Alors, c'est quoi, toi, comment t'es tombé dans les chemtrails? Comment ça commence? C'est quoi? Déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre. Mhm. Donc, voilà, je suis, comme on dit, cartésien. Il me faut des faits, il faut que je puisse observer les choses. Bon. Et un jour, il y a un ami, quand j'habitais sur Lyon encore, qui m'a dit, tu vois les traits dans le ciel là-haut, c'est des chemtrails, c'est des épandages de produits chimiques. Voilà, bon, il me parle d'empoisonnement, il me parle de modification du climat, enfin, il m'amène tout un tas d'informations comme ça. Et moi, je lui dis, écoute, donc j'étais pas très éveillé à l'époque, je lui dis, écoute, Michael Jackson, il est mort, les deux tours, elles sont tombées, laisse-moi tranquille avec Internet, Mhm. c'est bon, ça m'intéresse pas. Et à l'époque, je travaillais à mon compte et j'avais pas mal de temps, j'organisais moi-même mon temps de travail. Et j'ai pris le temps d'observer. Et en fait, 15 jours après ce qu'il m'a dit, le ciel de Lyon était complètement quadrillé un matin au réveil par des passages d'avions. Donc les 15 jours qui précédaient, il n'y avait presque aucune activité aéronautique. Et puis un matin, je me lève, badaboum, le ciel bleu était complètement lacéré par des passages d'avions, des traînées qui s'étendaient, enfin, voilà. Les avions passaient 3 par 3, ils étaient rapprochés les uns des autres, enfin, c'était vraiment troublant. Donc là, ça m'a mis un petit coup de pression, hein. Et je me suis lancé un peu dans la recherche parce que quand je ne sais pas, j'aime savoir. Donc je suis allé chercher. Et je me suis rendu compte que depuis pas mal de temps, il y avait des expériences de modification du climat de tout poil aux quatre coins de la planète. Et j'ai cherché à ce niveau-là, quoi. Et les expériences, donc tu as trouvé que ça remontait à loin, ces expériences. Alors, Là, pour l'anecdote, au 7e siècle, les Incas faisaient les sacrifices sur des vierges en les envoyant dans les eaux vertes d'une certaine région. Ils les jetaient dans des cascades pour faire des sortes d'incantations un petit peu. Et un peu plus sérieusement quand même par la suite, on apprend qu'à l'époque de Louis XIV, les archers des fois étaient chargés de tirer des flèches en l'air avec de la poudre noire pour essayer de faire, on va dire, cristalliser ou faire tomber les gouttes de pluie. Et après quand même un peu plus récemment, à partir de 1850-1860, on a vraiment des expériences avec des scientifiques derrière qui commencent à réfléchir sur la manière dont se forment les gouttes d'eau dans les nuages, à quelle température, et ainsi de suite, sur des noix de condensation.
Et là commence un petit peu l'histoire de la modification du temps scientifique, quoi. Ouais. Mais c'est parce que, alors, les chemtrails, parce que pour revenir, il y a tellement d'explications. Moi, je sais que vous, à l'association, Mhm. apparemment, vous donnez quand même une ligne assez claire qui est, on va dire, de pas, une modification du climat, qui passe par une modification. C'est vraiment la base du truc, c'est ça. C'est qu'on, enfin, quand on a le temps d'observer, parce que je me rends compte que depuis quelques temps, j'ai plus le temps de regarder le ciel, et d'ailleurs je pardonne ceux finalement qui n'ont pas le temps de l'observer et de comprendre ce qui se passe, c'est que quand on prend le temps d'observer le ciel, sur une journée complète, sur 2 jours, les jours d'épandage, on voit très bien que les avions passent, les traits restent dans le ciel, ces traits s'étendent, se rejoignent les uns les autres, créent des brumes à haute altitude, ces brumes commencent à créer des nuages un petit peu en dessous, et puis en fin de journée, avec un peu de chance, il peut pleuvoir. S'il n'y a pas beaucoup de vent sur cette zone, s'il y a un peu plus de vent, il peut pleuvoir à 200 km plus loin, ou avoir des gros nuages. Là par exemple, je suis parti d'Ardèche ce matin, ça faisait 2 jours qu'aucun avion ne passait en Ardèche, mais vraiment aucun trait, aucune activité aéronautique. J'arrive au niveau de Lyon, les traînées, donc en bord de précipitation que la météo nous a annoncé, les traînées en bord de perturbation, et puis je continue, j'arrive sur Paris, il pleut. Voilà, c'est que vraiment, en fait, ils entretiennent un flux qui arrive de l'Atlantique, ils le font grossir avec les produits hygroscopiques, donc les traînées, les épandages, et ça crée des nuages. Et ils entretiennent, peut-être qu'ils ont descendu sur le sud pour continuer à faire grossir la précipitation, ou sur l'est. Mais alors, c'est ce programme-là, parce que alors, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est bien ça? C'est de l'ensemencement de nuages. La géo-ingénierie, elle a plusieurs parties. Ça peut être la gestion des rayonnements solaires, ça peut être l'ensemencement des nuages, la création de nuages, destruction des brumes, des brouillards, mais capter le CO2. Enfin, la géo-ingénierie, c'est vraiment tout un tas de procédés visant à lutter contre ce soi-disant ou contre le réchauffement climatique. Mais alors, c'est quoi? C'est qui est derrière ce projet-là? Parce que déjà, voilà, déjà comment dire, est chargé, voilà, qui décide de ces plans de vol, de ces avions? Il y a bien une logistique, il y a bien une organisation. Il faut remplir les avions, mettre les produits, décider d'un plan de vol, je sais pas, peut-être de zone à Canarier. C'est ça, c'est que, enfin déjà il y a un organisme sous égide de l'ONU qui s'appelle l'OMM, donc c'est une organisation météorologique mondiale. Voilà, cet organisme, il répertorie depuis les années 20-30 tous les programmes de modification de la météo dans le monde. Et il faut savoir que dans les années entre 50 et 80, on était à plus d'une centaine de programmes par an sur la planète. Donc c'est beaucoup, c'est vraiment des dizaines de pays qui font ça, avec différents procédés, différentes méthodes. Et donc l'OMM est chargé de répertorier tout ça. Et après, c'est associé au programme hydrologique de l'ONU. Ce qui veut dire qu'en fait, on gère les ressources hydrologiques de la planète sur des zones. Donc on fait pleuvoir là où on a besoin, on remplit les réserves d'eau, on remplit les ressources pour les barrages hydroélectriques, on fait pleuvoir sur les cultures. Voilà, à la base, c'est vraiment ça le truc, c'est pouvoir gérer Ça, c'est l'hydrologie. décrit dans les annonces C'est de l'ONU. Ah c'est- ouais. ouais, c'est écrit, et c'est aussi un désir des dirigeants, on va dire depuis les années 60. Par exemple, il y a Kennedy. Ouais. Kennedy, il a dit à une assemblée justement de l'ONU, il a dit on sera capable dans les années 90 à 2000 de contrôler la météo par différents systèmes, que ce soit par l'utilisation des avions ou par les satellites. Donc apparemment, ce seraient les deux qui seraient en jeu actuellement, mais c'était dans les textes de l'ONU et c'était des discours de Kennedy. Je crois que c'est 1963. Donc, et à côté de ça, on a aussi des scientifiques qui pareil, travaillaient là-dessus en parallèle. Alors, nous, en France, c'était le professeur Henri de Sens, qui, la première fois, dans les années 60, avec 5 grammes de iodure d'argent, Ouais. a réussi à faire tomber 15 000 tonnes de neige à Clermont-Ferrand, après avoir envoyé ça dans un ciel clair. Il y a vraiment eu des grosses expériences, et lui aussi disait les Américains seront capables, dans les années 90, de contrôler la météo. Ça, on le trouve dans les archives de l'INA. C'est des choses qu'on retrouve.
Mais bon, alors justement, c'est une technologie américaine, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y en a dans toute l'Europe occidentale, j'ai envie de dire toute l'Europe Bah, même. c'est pas que, Jusqu'en Russie, en Chine, il bah, voilà, paraît, donc hein. c'est pas que américain. Ouais. Comme je te disais, il y a différents programmes sur la planète. En Russie, c'est Roshydromet qui fait ça. C'est l'organe étatique météorologique russe qui est parmi vraiment les précurseurs de la planète avec les Français et les Américains. D'accord. Donc c'est vraiment parmi les premiers à avoir fait de la modification du climat. Tu vas sur le site de Roshydromet en Russie, tu as des batteries lance-roquettes type militaire, mais sauf qu'ils envoient des produits pour faire craquer les nuages. Il y a la petite histoire qui était passée sur Télématin, où on te dit que chaque 9 mai en Russie, qui est leur 14 juillet à Ok, eux, ouais, ouais. voilà, les avions passent, on te montre les diffuseurs de produits sous les ailes, on te dit qu'on diffuse tel et tel produit, l'iodure d'argent, acétone, entre autres. Donc, et les Russes ont formé les Suisses. Donc ils ont formé les Suisses à cette technique de modification du climat. Et les Suisses, il y a quelques années, ont formé le Maroc. Et le roi du Maroc est un des spécialistes nord-africains de la modification du temps, de la météo chez lui. Et ils viennent de faire, c'était en 2012-2013, des programmes pour le Sénégal et la Casamance. Donc en fait, ils ont reformé derrière les Sénégalais pour modifier le climat. Donc si chaque pays comme ça s'amuse à faire de la modification, à un moment donné, enfin, une bonne partie de la planète, ou en tout cas des pays occidentaux, parce que c'est eux qui ont le plus de moyens, bah, qui modifient le climat. Mais en plus, ces projets-là, ça coûte énormément d'argent. Alors ça en rapporte aussi visiblement, hein. Bien sûr. C'est ce qu'on va voir, voilà. Parce que c'est un aspect qui est pas très visible justement pour le coup. Il y a eu des études de coûts. Par exemple, il y a eu la société Woodley Consulting, qui fait un détail. Il y a un dossier de 225 pages qu'on retrouve sur le site, où il te donne l'altitude des avions, le type d'avion qu'il faut utiliser, quel type de produit. Enfin, vraiment, il y a un détail super bien fait. Et il y a aussi Aurora Science, qui paraît, c'est une société américaine, qui te dit qu'avec des Boeing 747, il suffirait d'avoir 200 Boeing à disposition. Et heureusement, c'est le cas pour eux. Donc, ils ont ça à disposition. Ils disent qu'on pourrait arriver à couvrir des larges zones. Et je te parlais des Américains, les premiers, Woodley Consulting. Eux, ils sont spécialisés, en tout cas pour le Texas. Tous les tests chez eux ont été faits au Texas. Le Texas, ça fait 780 000 hectares Ouais. de superficie. La France, je crois que c'est C'est- 770 000. S'ils sont capables de générer des pluies sur un État comme le Texas, à loisir de faire tous leurs tests et d'avoir des résultats, parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est d'avoir des résultats en termes de retombées de précipitations en millimètres et tout. S'ils sont capables de gérer le climat du Texas, ou la météo en tout cas du Texas, ils sont largement capables de le faire sur un pays comme la France, qui est un tout petit peu plus petit. Ouais, en plus la France, ouais, c'est un peu plus petit que le Texas. Ouais. Mais alors, ces avions-là qui font ces épandages, il y a des avions militaires, des avions civils. C'est quoi exactement le programme? Bah, de toute façon, les militaires et la DGAC savent très bien ce qui se passe, puisqu'ils laissent voler les avions. Voilà, Voilà. forcément, ils savent. Ils identifient tous les vols. Ouais, moi, j'ai fait une interview cet été d'un pilote hollandais. C'est un monsieur qui a 3 licences de pilotage, Cessna, Falcon et DC-7. Il était actionnaire de sa propre société avec 3 autres gars, et il est tombé malade. Et là, il a la retraite un petit peu anticipée. Je lui ai dit, moi, ce que j'observe, c'est que certains jours, il y a des avions qui passent, et d'autres jours, sur les mêmes lignes, il n'y a pas d'avion qui passe. Je fais, comment on peut expliquer ça? Parce que souvent, on nous dit que bah, c'est qu'il y a des vents différents, donc les avions passent à d'autres endroits. Il m'a dit non. Ça n'existe pas. Et les lignes aériennes sont les lignes aériennes, Ouais, les c'est des couloirs sont routes, les c'est des couloirs couloirs. aériens, c'est le Voilà. couloir. Voilà. Si un jour il passe à telle heure, à tel endroit, le lendemain, tu te mets à ta fenêtre, il passera à telle heure, à tel endroit. Et en revanche, c'est plus le cas actuellement. Donc souvent, quand on voit des avions avec des traînées persistantes, ils peuvent passer pendant 3 jours sur une zone, et puis le lendemain, ben, ils ne passent pas, ils ne font pas les virages qu'on peut observer, il n'y a pas les traînées en pointillés qu'on peut observer. Donc quand même ça déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et donc, ben, on a des avions qui volent toute l'année, on a des passagers qui volent toute l'année, même si les chiffres sont discutables. Ouais. Mais on a des avions qui sont disponibles, qui volent, pourquoi pas les utiliser?
pour, euh, pour répandre les produits, pour modifier le climat. Mais alors, comment ils s'y prennent? Parce que alors, j'ai vu sur ton site, sur un reportage, ils parlent que ce serait dans le carburant. Alors, Euh, il y a quand même deux hypothèses. C'est que, bon, déjà, un avion de ligne, un gros mhm. A330, il peut aller jusqu'à 12 réservoirs. Il en a dans les ailes, il en a dans l'empennage, il en a sous le ventre. Enfin, Ouais, ouais, ouais. il y a plusieurs réservoirs avec des systèmes de bypass pour faire arriver le fluide de telle ou telle manière à tel moment, suivant les besoins. Donc déjà là, on peut avoir une explication si ça passe par les. Parce que le problème, c'est que souvent, on voit une bande de nuages à l'horizon et on voit sortir des avions. Donc tant qu'ils sont dans les nuages, il y a une grande traînée. Puis dès qu'ils sortent des nuages, la traînée se coupe. Enfin, alors là, il y a deux explications. Soit il y a un réservoir qui est chargé avec les produits et du kérosène, et un autre réservoir qui est chargé juste en kérosène, et qui passe de l'un à l'autre suivant les besoins. Soit il y a des réservoirs supplémentaires avec des diffuseurs. Et ça, ce serait plus la théorie qui tiendrait le mieux la route. Mhm. C'est d'avoir ce qu'on appelle des nozzles, c'est des diffuseurs, comme des petits sprays, Mhm. qui sont en bordel, sous les réacteurs, dans les tuyères des réacteurs, ainsi de suite, qui permettraient de diffuser les produits au moment, à l'endroit voulu. Mais le pilote, il est dans le coup. Alors, pas forcément. Le même pilote que j'ai interviewé, ça faisait partie des questions que je lui ai posées. C'est vraiment cette interview, je vous en parle Mhm. maintenant. Et je vais essayer de le refaire sérieusement. Il sera sur le site dans quelques mois, quitte à le réinterviewer. Mais le- les pilotes, ils ont une bande au niveau de la piste de décollage. Ils font leur check-up, ils font Mhm. la liste et tout ça, il n'y Ouais, a pas de ouais. problème. Ils vont pour décoller. Une fois qu'ils ont passé cette barrière-là, s'ils veulent, ils peuvent croiser les bras derrière la tête, boire des cafés jusqu'à atterrir Oui, mais c'est à l'arrivée. oui, il y a le pilotage automatique. C'est Ouais. plus que du pilotage automatique, c'est que vraiment tout est assisté. Mhm. Donc, si tout est assisté, qu'ils sont guidés par balises, qu'il y a des radars relais de la DGAC aux quatre coins des territoires, il n'y a rien qui empêche de déclencher à distance, suivant les besoins et les Oui. endroits, les Mhm. produits, quoi. C'est vraiment, ça peut être automatisé très facilement, quoi. Ouais, très facilement, sans que le Mm. pilote soit au courant, en fait. Complètement, ouais. Parce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a une quantité phénoménale d'avions, quand même. Oui, oui. Mm. C'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait que des avions militaires. Ah non, non, moi, c'est pas ma théorie. Enfin, Ouais, ouais, vraiment, ouais, c'est ouais. que les avions commerciaux, enfin, ils sont là, utilisons-les, quoi. Quitte à les dérouter, quitte à faire un petit virage, voilà, mais utilisons-les. Et alors, donc, ils sont obligés. Mais à un moment donné, il y a bien. C'est quoi? Il y a un secret défense sur ça? C'est pourquoi on n'a pas accès à l'information? Bah, déjà, il y a beaucoup de pilotes, des gens qui volent actuellement, des pilotes qui volent actuellement, qui sont d'anciens militaires. Ouais. Ça, on les reclasse, ils ont fait pilote dans l'armée pendant Ouais, 15-20 ouais, ans. ouais. À la sortie de ça, on les reclasse, on leur offre la possibilité de voler en privé, en commercial. Donc déjà, ils ont une petite habitude du secret, on va dire, de la grande muette, hein, comme on dit. Mhm. Euh, Après, ça dépend comment on leur a vendu le truc. Si par exemple, on te dit, écoute, on a un grave problème, la Terre se réchauffe, c'est une catastrophe. Si on n'intervient pas, il va faire 50 degrés sur la planète, ça va être invivable, mais on a une solution. Cette solution a des risques environnementaux, sanitaires, écologiques. Bon, est-ce que tu es prêt à jouer le jeu ou pas pour sauver ce qu'on peut sauver? Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a amené le truc. C'est que voilà, c'est un mal nécessaire, quoi. Mhm. Je pense que c'est ça. Et alors après, quoi, ces pilotes, bon, ils balancent leurs produits, ils se posent pas de questions, quoi, en fait. Mais il y a bien un moment donné, ils sont bien payés par quelqu'un, il y a bien un circuit officiel, là, Bah, on peut pas tout faire au black, quoi, les j'ai envie de dire. pilotes jusqu'à maintenant avaient des conditions quand même assez confortables Mhm. en termes de salaire, de vie, et ainsi de suite. Les pilotes actuellement sont payés à coups de lance-pierre. Après, est-ce qu'ils sont trop formatés pour pouvoir se rendre compte du truc? Il y a quand même des organismes et des associations qui se montent avec des gros dossiers, avec des avocats derrière et tout, des médecins spécialisés sur ce qu'on appelle le syndrome aérotoxique, où en fait les pilotes sont sujets à des problèmes cérébraux, Ah ouais? neurodégénératifs, ils ont des problèmes respiratoires, des pertes de mémoire, des malaises, et en fait tout ça est dû aux particules qu'ils inhalent lors des vols. Donc en fait, ils sont à l'altitude des épandages, ils sont des fois les uns derrière les autres sur les mêmes couloirs. Et apparemment, alors c'est pas forcément directement associé à ça,
mais Mais commence à se poser de plus d'accord. en plus de questions à ce sujet-là, quoi. Ah bah, Et les cabines des avions ne sont pas forcément filtrées. oui. Elles sont pressurisées, mais elles ne sont pas forcément filtrées. Et il y a eu des cas, notamment aux États-Unis, encore en 2014, là, où il y avait une fumée bleue dans la cabine complète, donc même celle des passagers, où on avait une fumée bleue. Et pour exemple, il y a une dame qui est sortie de l'avion ce jour-là, c'était un Phoenix Seattle, je crois. Elle est sortie de l'avion, elle était prise de tremblements, et ces tremblements ont duré 3 mois. Et en fait, c'est l'air extérieur des avions précédents qui étaient rentrés dans la cabine et qui avait intoxiqué les passagers. Ouais, bah, je regarde un petit peu les réactions, hein. On me dit les Chinois pratiquent le cloud seeding pour faire pleuvoir. Ils l'ont utilisé pour éviter qu'il ne pleuve durant les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO à Beijing en 2008. Oui, j'avais cette info moi aussi. Ouais, j'ai fait une vidéo Il paraît dessus. qu'ils font depuis les années 60 en plus, que c'est pas, ils l'ont fait là aux Jeux Olympiques, mais que c'est une vieille technologie chez eux. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, Ouais. je m'étais baladé sur le site de BASF. BASF qui est un BASF, gros ouais. chimiquier. Ouais. Voilà, en Suisse, ils ont beaucoup de grosses boîtes qui polluent les vallées entières. Mhm. Et ils font un petit reportage, donc c'était en anglais, mais j'avais fait la traduction. Ils font un petit reportage qui s'appelle The Chemical Reporter. Donc c'est le reporter chimique, un peu le journaliste de la chimie. Et il simule une question d'une personne. Et la question ce jour-là, c'était comment est-ce qu'on peut faire pleuvoir ou est-ce qu'on peut faire tomber de la pluie artificiellement? Et en fait, la réponse est oui, oui. Et dans les arguments, il présente en effet l'histoire de la Chine. Donc voilà, quand BASF, un des plus grands chimiquiers du monde, vous parle de ça sans C'est complexe, ça. je pense que là aussi on peut se poser des bonnes questions, quoi. Ouais, voilà. Bah, mais on a le sentiment que ça reste quand même un peu tabou, quoi, toutes ces manipulations, parce que c'est une manipulation du climat, clairement. C'est une manipulation du climat. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil sur Internet, là, il y a 2 jours, sur l'Express en Belgique, Ouais. il y a un article qui est sorti où la CIA a convoqué l'organe scientifique étatique américain, l'association scientifique. Et donc ils leur ont demandé de faire une étude et le rapport est sorti et ils disent qu'il y aurait des pays sur la planète actuellement qui modifieraient le climat. Et les premiers pays qui sont sortis, c'était la Russie. Mais voilà, la CIA vient de sortir un papier en disant qu'il y avait des pays qui modifiaient le climat sur la planète. Ouais. Bon, ça Bon, s'incriminait après, eux-mêmes, mais la CIA a investi des sommes pharaoniques dans ces techniques-là. Donc voilà, c'est de la langue de bois, mais ouais. on me parle, c'est vrai, des fameux filaments. Ça, c'est ce qu'on Mhm. retrouve après. Alors, on a vu aussi, voilà, je sais que toi, tu as diffusé des images de ça, mais on en trouve plein sur Internet, des gens qui nous Mhm. filment un peu en plus aux quatre coins de la planète, parce Ouais, que ouais. c'est en Europe, mais j'ai vu en Australie, au Brésil, etc., dans plein de pays, et on nous montre cette espèce En de... Espagne. Voilà, en Mhm. Espagne, des filaments comme ça ressemble... Alors, c'est quoi? C'est du polymère, c'est ça? C'est quoi Ça a exactement? été analysé comme des polymères complexes, polymères organiques, et avec des grosses proportions de DEHP, je crois que c'est les perturbateurs endocriniens. Mais c'est du plastique, hein, littéralement c'est du plastique. Donc ça contient beaucoup de résidus de lubrifiants et de carburants d'aviation. Ouais. Donc les analyses de Analytica sont assez formelles, les analyses des Italiens aussi, et aux États-Unis, enfin, il y en a quelques-uns qui ont analysé. Donc on peut lier ça facilement comment dire, aux avions. Après, les scientifiques ne sont pas complètement formels quant à vraiment, comment dire, à l'historique et être sûr que ce Bah, soit ça vraiment a dû aux paru avions. comme Ça vient ça, du ça ciel. vient du ciel, ça tombe du ciel, ça apparaît pas comme ça. Il y a eu des épisodes marquants. Après, ce que disent les scientifiques, parce il y a 15 jours, là, on a refait un interview de Bernard Tallier, donc le Ouais. président d'Analytica. Il nous a dit, bon, ça peut être, même si pour lui ça vient des avions, il nous dit que ça peut être aussi un produit qui monte en l'air d'une certaine manière, dû à une production industrielle ou quelconque, et qui par la suite retombe. Ouais, mais sur tous les pays du C'est les monde. scientifiques. Les scientifiques gardent toujours une porte ouverte, quoi, si je puis dire. C'est vrai, enfin, j'ai du Mais, mal à euh, imaginer dans mais, tous les pays du monde à la fois. mais moi, ouais, j'ai fait quelques essais. J'ai stocké ces filaments dans de l'eau, dans un bocal à sec. Au début, ils sont très élastiques, très malléables, et ainsi de suite. Tu les laisses 6 mois dans un bocal, ils sont durs comme un bout de plastique, comme un bout de bouteille en plastique ou un bout de gobelet en plastique. Alors qu'une toile d'araignée, tu la laisses 50 ans dans ton grenier, tu y retournes, elle est toujours Elle est malléable, toujours souple. valable, souple, ouais. Voilà. Et tu peux les chauffer aussi, tu te rends compte
ça ne réagit pas pareil qu'une toile d'araignée. Enfin, il y a Oui, voilà. plein de petits tests qu'on peut faire pour se Tous rendre ceux compte qu'on a, que... voilà, toutes les images qu'on a vues, clairement, les gens, ils nous ont même montré des images où on voyait une espèce de neige qui tombait Ouais. et elle s'enflammait en fait au contact d'une flamme. On voyait bien que c'était pas de la neige, quoi, de toute façon, quoi. En tout cas, pour les filaments, Analytica, il est formel. Enfin, Bernard Tallier, il dit que c'est du plastique, ça n'a rien à voir avec de la toile d'araignée ou quelque autre produit biologique naturel, quoi. Voilà. C'est pas issu d'un insecte C'est pas issu ni d'un d'un insecte, pollen, voilà. d'une fleur, c'est pas Exactement, rien voilà. à voir. C'est Non, du non, plastique, c'est donc du c'est bien la plastique, main c'est du humaine polymère. derrière, Ouais. quoi qu'il arrive, hein. Exactement, c'est ces termes, il a dit c'est la main humaine qui est derrière tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a une explication, en tout cas. Complètement. Voilà, c'est pas de vilaines araignées qui ont décidé de nous envahir de toile. Je vois Tu vois une question? ne serait-ce pas juste une purge de gasoil aérien? Ah, ouais, alors ça, oui, je l'entends souvent, Alors, cette histoire de purge. c'est ce qu'on appelle le fuel dump en Ouais. anglais. Malheureusement, pour les infos qu'on a et qui sont disponibles, il y en a beaucoup trop qui sont en anglais, mais c'est le fuel dump. Le fuel dump, en tout cas, quand on voit des quadrillages dans le ciel, c'est pas la peine d'associer ça à du fuel dump. C'est que déjà, le carburant coûte très cher. On a vu il y a 2 ans l'exemple de Ryanair Ouais. qui s'était posé 2 aéroports avant en Espagne parce qu'il n'avait plus de carburant, Ouais, tellement ils font attention à la quantité de carburant embarqué pour bien tel ou sûr. tel vol. Ouais. C'est calculé Au, au millimètre, ce genre au- de au choses. gallon près. Ouais, ouais. Et la procédure de fuel dump est vraiment cadrée, Ultra sécurisée, strict, ouais. super stricte. Voilà, un pilote, il faut qu'il demande 3 autorisations, il faut qu'il soit dans telle zone, à telle altitude, que vraiment il y a un danger pour l'équipage et pour les passagers, ou qu'il va y avoir un crash sur une ville ou une zone habitée. Enfin voilà, ou une zone qui est dangereuse, qui pourrait exploser, enfin peu importe. Mais en tout cas, le fuel dump, c'est vraiment... Là, il y a des règles draconiennes Voilà, derrière. ce C'est qu'on dans observe là-haut, certains ça n'a cas. rien à voir. Voilà, Ouais, parce ouais. qu'en plus, le nombre de, comment dire, d'endroits où on a signalé ces petits filaments, ça pourrait pas correspondre à autant de fuel dump sur toute la planète, partout, tout le temps. Bah, le plus marquant, c'était quand même l'épisode qu'on a eu, nous, qui a défrayé la chronique, je dirais localement, en Drôme-Ardèche. Ouais, C'était en novembre 2013. ouais. Donc en fait, les gens se baladaient dans les rues de Valence, Montélimar, Cré, enfin toutes les grandes villes, Privas, et il neigeait des pelotes de filaments. Les gens zigzaguaient vraiment, réellement entre les pelotes de filaments, ça s'accrochait de partout, il y a eu des centaines de vidéos sur le web, c'est passé dans des articles, enfin dans des journaux, ils ont fait intervenir un tas de scientifiques, ils sont intervenus auprès de la CRIRAD, c'est passé au journal de France 3, France Bleu, enfin bon, la complète. Et c'était les premiers jours en France où on a observé ça. 2 jours après, c'était dans la région entre Vienne et Lyon. 2 jours encore après, c'était chez vous à Paris. Et en fin de semaine, entre le 12 et le 14, c'était à Berlin. Et après, moi, j'ai recherché un petit peu, je me suis baladé, et j'ai appris que finalement, 4 jours avant, c'était déjà à Madrid. Donc la zone couverte lors de cet épisode, c'était les 3 quarts de l'Europe Les de trois l'Ouest, quarts de quoi. l'Europe, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pas un cas isolé. Les journaux locaux chez nous ont dit il y a eu un feu de pneus dans la petite bourgade au sud de la Drôme, ça doit sûrement être les retombées. Donc voilà, le feu de pneus n'est pas parti de Jusqu'à Madrid. Berlin, quoi. Ouais. Donc voilà, à chaque fois, on connaît bien l'histoire Le fameux nuage, c'est la même du chose. nuage qui s'arrête à la frontière. Et d'ailleurs, Bernard Taillier dit dans l'interview que lors de l'étude qu'il avait fait pour le naufrage de l'Erika, donc avec le pétrole, le ministre à l'époque et le chargé, non, je crois que c'est le député de la région à l'époque, de la zone qui était touchée, c'était monsieur Yves Le Drian. Tiens. Voilà, avec qui il avait eu de gros problèmes et qui lui avait sorti une langue de bois. Et donc là, récemment, Bernard Taillier a posé la question concernant les filaments et l'utilisation de tel ou tel type de produit pour répandre avec les avions militaires. L'armée a répondu avec la même langue de bois et ça l'a mis hors de lui. Parce qu'il a reconnu la patte de Le Drian derrière, quoi. Ouais, il y a des petits doigts qui auront été lancés. On me dit que c'est un rapport avec le contrôle mental. Je sais. Du contrôle mental, si vous en voulez, il suffit d'allumer votre Wi-Fi, votre Ouais. téléphone, votre télé. Mais il n'y a pas un rapport avec les Votre ondes, hein, parce que radio. j'ai déjà entendu ça. Alors, il y a quand même un petit rapport avec les ondes. Apparemment, quand même, ça brouille les satellites et les communications. C'est ça, il y a une espèce d'utilisation pour militaire aussi. Alors, c'est beaucoup utilisé par les militaires et il y a un moment marquant, c'était à Huntsville, en Alabama, il y a 1 an et demi à peu près, c'était en juin dernier. Ouais. Euh,
où les gars de la météo américaine, plusieurs organes de météo des États différents de l'Alabama, étaient un petit peu affolés en regardant les écrans radars de Huntsville. Et ils voient une espèce de masse type grosse perturbation, gros orage, grêle ou neige en Alabama. Ils appellent les gars du centre concerné, du centre météo d'observation concerné, et ils disent bah, écoute, qu'est-ce qui se passe chez toi? Vous avez quel temps? Et le gars il regarde par la fenêtre, il fait mais le ciel est bleu. Je dis, mais comment ça? Il fait regarde tes écrans radars, vous avez une tempête énorme, il y a une masse comme ça, ils appellent ça le blob. Il y a une masse énorme au-dessus de chez vous, qu'est-ce qui se passe? Et il regarde aux quatre fenêtres, il dit bah non, il y a rien, le ciel est bleu, un peu brouillé, mais c'est tout. Donc il ne se pose pas plus de questions, et puis 4 mois plus tard, on apprend que Raytheon, donc un grand fabricant d'armes privé de la zone, parce que là-bas à Huntsville, il y a un grand nombre de fabricants d'armes, avait fait des tests avec des tchafs d'aluminium. Donc en fait, les tchafs d'aluminium, c'est des paillettes d'aluminium qui sont dispersées dans le ciel pour créer justement des écrans radars. Et le fait est que même les météorologues avec les Doppler, ils n'arrivaient pas à voir le sol de l'Alabama à ce moment-là. Donc oui, on s'est brouillé par épandage de particules particulièrement métalliques ou aluminium ou autre type, on s'est brouillé les écrans radars. D'accord. Parce que ça, c'est un intérêt évidemment immédiat, quoi, de brouiller. Bah, Comme ça, tu rends l'ennemi aveugle. stratégiquement, voilà, Ouais. tu aveugles les ennemis, tu crées des zones complètement fermées, inaccessibles aux visions satellites. Mais en temps de paix, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Ben, Pourquoi ils nous balancent ça en temps de paix? bah, après, on ne l'utilise pas forcément tout le temps, Mhm. j'imagine. Enfin, enfin, même si le ciel se voile et ainsi de suite, c'est plus pour avoir un écho pour les précipitations, encore une fois, ou pour la couverture nuageuse, pour te donner la carte météo la plus précise possible. Après, c'est pas forcément valable au-dessus de chez nous pour des Mhm. raisons militaires. Ouais, d'accord. Mais les, comment dire, tous ces, moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, alors, il y a un circuit quand même assez important, pas visiblement, parce que les gens, on empoisonne les sols, mais après, par derrière, on est obligé d'utiliser certaines graines, c'est ça, si j'ai compris. Oui, Euh, Quelque part, on est obligé d'utiliser certains médicaments, puisque Hmm. les gens malades... Oui, pour même se détoxifier, hein, simplement, Ouais. avec les métaux éventuellement qu'on peut recevoir. Mais il y a juste quelque chose quand même incompréhensible pour moi, c'est que les gens qui sont derrière ça, qui ordonnent ça, eux-mêmes vont respirer tout ça. Ils peuvent pas se protéger. Comment ils font? Oui, c'est vrai que c'est assez troublant. Après, moi j'utilise souvent l'image des bâtisseurs de cathédrales. Mhm. Une cathédrale, tu mets 100, 200, 300 ans à la fabriquer à l'époque. Tu mettais corps et âme à l'élaboration de ta tâche sur un laps de temps précis, en sachant qu'à un moment donné, le projet aboutira. Donc, est-ce que les personnes qui mettent en place ce genre de choses au détriment de la santé publique et de l'environnement, est-ce que, encore une fois, avec peut-être dans l'idée d'un mal nécessaire en tête, est-ce qu'ils se disent, ben moi j'accomplis ma tâche, les yeux fermés, je fais ce qu'on me dit, je fais ce qu'il faut, et puis vaille que vaille, quoi. Oui, Que dans 50 ans, ben, on saura maîtriser le climat, voilà, peut-être, je sais pas. Parce que là, c'est quoi, justement toi, tu dis qu'on a un peu une période de test. Tout n'est pas Ouais, établi, quoi. oui, En fait, il y a des dossiers enfin, qui nous disent, il y a le Space Act, c'est une sorte de gros dossier qui dit que pour 2020, et il y en a un autre, c'est Owning the Weather, qui disent que pour 2020-2025, le temps sera complètement géré de manière artificielle. Euh, Là-dessus, tu peux rajouter la conférence qu'il y a eu à Berlin en août dernier, où en fait ils ont commencé à réfléchir sur la gouvernance mondiale du climat. Ce qui veut dire qui, pourquoi, comment, voilà. gouvernance mondiale Une du climat. gouvernance, ouais, il y a eu un gros congrès à Berlin, c'était le CEC 2014, ça s'appelle Berlin. Et c'était une manière de réfléchir sur qui va gouverner le climat dans l'horizon proche, quoi. Et donc, tu prends ces deux paramètres en compte, l'envie de gérer la modification du climat à l'horizon de 2025 totalement, la gouvernance qui se met en place là-dessus, ben, je pense qu'actuellement on est en phase de test, où en fait tu ne peux pas arriver en disant bonjour, je suis un géo-ingénieur, j'ai la solution, ça marche. Il faut forcément, surtout à l'échelle de la planète ou à l'échelle de continent, il faut que tu testes
pendant 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. Il faut que tu arrives à tester tes procédés pour être sûr de les maîtriser et de pouvoir les proposer On est un peu sans risque au-delà. on est les cobayes aussi, parce qu'ils testent, ils testent. Bien sûr qu'on est Ils les testent sur cobayes nous, sur quoi. beaucoup On de nous a choses. pas Ouais, demandé, ouais. on teste. Non, non, mais, oui. Il y a eu des histoires dans les années 50-60, dans une quinzaine de villes aux États-Unis, où ils ont vaporisé du lithium, des métaux lourds, tout type d'oxyde de barium et ainsi de suite, dans différentes villes, pour tester des armes ou des attaques bactériochimiques. Et ça, ils n'en ont pas parlé. Les dossiers ont été déclassifiés 20 ans après. Il était trop tard, hein. On avait testé sur les gens, quoi, sans leur Complètement, demander. ouais. Et là, c'est parce que là aussi, c'est pareil, on retrouve, alors apparemment, tous ceux qui font tous les tests montrent qu'il y a un taux d'aluminium, de barium, de substances chimiques. Ouais, dans les eaux de pluie, c'est vrai qu'on a eu des fois des relevés d'analyse qui étaient avec des taux assez élevés. C'était dans les Vosges ou le Jura, là, où un gars, en l'espace de 18 mois, il a fait 3 analyses, donc 3 fois 6 mois, en collaboration serrée avec un laboratoire du coin, à Besançon, je crois. Euh, L'augmentation des taux d'aluminium ont été de 800% dans l'eau de pluie. Donc c'est assez troublant. Et en Suisse, on a, c'était je crois, 8, 0,80 mg par litre d'eau de pluie. Ah ouais, quand même. Et concernant le barium, Qui est un métal lourd aussi, ouais, c'est ça a ça été, enfin, apparemment c'est aussi beaucoup utilisé. On le retrouve dans les brevets, Mhm. au même titre que l'aluminium pour ces pratiques-là. Et il est utilisé sous différentes formes. Et lui, il a aussi comment dire, des possibilités assez importantes pour la modification du climat, pour les ondes, comme on parlait un petit peu, bloquer les radars. Et aussi, il y a un japonais qui a fait ça. Il s'appelle Wada. Et c'est un scientifique japonais. Et en fait, avec une solution à base de barium, il arrive à créer dans un air dégagé, s'il y a des hauts taux de particules de barium dans l'air, il arrive à créer un écran. Donc on pourrait projeter des images sur. Attention, Bluebeam n'est pas loin là. On pourrait, on pourrait projeter des images sur du gaz de barium, un petit peu comme. Ah ouais, non, mais là c'est l'ambiance Bluebeam là, non? Enfin, tu connais, j'imagine, Ouais, le ouais, projet ça me dit quelque Bluebeam. chose, mais je l'associe pas forcément à ça. Bah, il parle de projeter des images Mais holographiques ça, dans le c'est des ciel. tests réels. Enfin, l'expérience là de WADA, c'est Ah un ouais, vrai, l'expérience de c'est un vrai Wada. truc. Ouais. Écoute, super intéressant. On me parle aussi, c'est vrai, ça, de la modification de on va dire, du taux d'acidité des sols. Oui, Ouais, ça, ils en avaient parlé dans What in the World Are They ouais, Spraying? exactement. Et en fait, ils disaient que les pH des sols changeaient de Voilà. manière importante, quoi. Alors, on a beaucoup de retours sur les cultivateurs, que ce soit aux États-Unis et en Europe, où en fait les racines ont de plus en plus de mal à se développer dans les sols. Donc, si ta racine ne se développe pas, la plante non plus ne se développe pas. Alors, est-ce qu'il faut derrière utiliser plus de produits phytosanitaires? Est-ce qu'il faut utiliser différentes semences? Enfin, voilà, il y a une grosse réflexion là-dessus, mais en effet, oui, les sols sont assez malades. Oh, ouais. Et Claude Bourguignon, qui est dans le 21, Mhm. pourra aussi nous en dire beaucoup là-dessus, quoi. Ah bah, Ouais. lui, il était venu pester ici, Voilà. ici même là-dessus, on l'avait reçu. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Gouverner le climat, tiens, on nous met une thèse universitaire. C'est vrai que ça fait mais on comprend bien hein, l'intérêt stratégique, mais il y a quand même une folie quand même Bah, derrière un peu de diriger un climat. mais là, Tu... là, particulièrement ça, là, c'est Ah, tu connais cette étude-là? En ouais, plus, c'est ouais, guerre entre public et privé pour le contrôle du temps. c'est dans les années 80, c'est l'EDF canadien, Ouais, qui était encore à l'époque public, public, ouais. et qui faisait un petit peu la guéguerre contre un organe comment dire, de gestion électrique aussi, privé. Et en fait, ils se battent pour avoir la main mise sur les techniques de modification du climat pour, comme je te disais tout à l'heure, augmenter la qualité de la production hydroélectrique. Donc si tu arrives à faire pleuvoir sur un barrage et augmenter la pression d'eau qui passe dans tes turbines, tu arrives à vendre beaucoup plus d'électricité et tu en as à disposition, quoi. D'accord. Et là, le dossier, il fait quasiment 240 pages. Très très intéressant. Et tout en français, donc pour ceux qui... l'histoire est fantastique.